Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? Tout ça est une aventure. What we've got here is Vivre, c'est formidable, mais ça n'aide pas. failure to communicate. Chers amis, que nos esprits s'épanouissent. Laurence? Je m'appelle Stanley. Je suis à l'origine de l'univers des super-héros. Une famille qui s'élargit sans cesse. Spider-Man, les 4 Fantastiques, l'incroyable Hulk. Beaucoup de gens prétendent détenir des super-pouvoirs. Mais parmi eux, qui sont les véritables super-humains? Voici Daniel Browning Smith, l'homme le plus élastique au monde. Notre mission, découvrir ces héros si bien cachés. Car les super-humains existent. La preuve, vous allez les rencontrer. C'était un extrait de l'émission Stanley et les super-humains, diffusée sur la chaîne américaine History, et diffusée en France sur RMC Découverte au début des années 2010. Bonjour à tous, c'est les causeries de Culture Sphère. Nous sommes aujourd'hui en extérieur, dans un joli petit jardin à Conflans-Sainte-Honorine, pour le premier volet d'une émission en 2 parties, consacrée à 2 géants de l'industrie de la bande dessinée américaine. J'ai nommé Stanley et Jack Kirby. Et c'est avec Stanley que nous allons démarrer aujourd'hui pour un premier volet intitulé « Et l'homme créa les super-héros ». J'aurai le plaisir d'être accompagné dans cette causerie qui nous fera découvrir ou redécouvrir l'épopée du comics américain au travers de ses 2 plus grandes figures, de monsieur Alexis Nikolavitch. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors vous êtes traducteur de comics, scénariste, essayiste, conférencier et spécialiste de bande dessinée anglo-saxonne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont Mythes et super-héros aux éditions du Mouton électrique, ça a été réédité récemment, et Les dieux de Kirby. Aux éditions confidentielles. Ah voilà, je vais pas à la maison d'édition, aux éditions confidentielles. Vous, en tant que fan, vraiment, de bande dessinée, fan de comics, c'est quoi Stanley? C'est qui Stanley pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Stanley, c'était au départ un logo en tête de tous les épisodes que je lisais dans Strange et dans les revues publiées par lui à l'époque, puisque chaque épisode commençait par une petite présentation du héros, avec, et ça se terminait par Stanley présente Daredevil ou Spider-Man ou Iron Man. Donc il était celui qui présentait tous les personnages. À la Alfred Hitchcock. Un petit peu. Il y avait ce côté-là. Et ensuite, quand il y a eu la revue Strange Special Origin qui reprenait les premières apparitions ou des moments marquants de la carrière de certains super-héros, de toute façon, il était toujours en couverture, sa tête rigolarde au-dessus de sa machine à écrire, avec derrière les super-héros de l'épisode en question du magazine. Donc c'était le grand Manitou des Marvel Comics, et de toute façon il était scénariste encore d'un certain nombre de séries quand dans les albums même si moi je suis né dans les années 70, donc il avait déjà arrêté d'écrire pour Marvel à l'époque. Les rééditions des 4 Fantastiques et de Spider-Man en grands albums Lug portait sa marque, il était crédité comme scénariste. Donc c'était un des auteurs fondamentaux et le monsieur loyal en fait du grand cirque des super-héros. À sa mort en novembre 2018, tout le monde rendait hommage justement au père des super-héros, Marvel. Alors c'était une accroche médiatique, certes, parce qu'il serait peut-être déraisonnable de croire que tous les super-héros du panthéon Marvel n'eussent eu qu'un seul père. Alors on va essayer de voir comment en quelques décennies ce très attachant petit papy à moustache et à lunettes à verre fumé, un peu le grand-père spirituel de tous les fans de comics à travers le monde, est devenu le patriarche, sorte d'Abraham à l'origine des super-héros. Alors qu'est-ce qu'on lui doit concrètement? Que lui doit Marvel, les super-héros, l'industrie? On dit d'ailleurs que sous ces airs de papy gâteau se cachait un businessman intraitable qu'on aurait tort de croire gâteux et qui a toujours fait en sorte de rester maître de sa propre légende, quitte à parfois prendre quelques libertés avec la vérité. Alors c'est un peu compliqué, parce que les super-héros commencent en 1938 avec Joe Shuster et Jerry Siegel quand ils créent Superman.
Et d'ailleurs, Superman est un concept qui est refusé au départ par leur éditeur, National Publications, qui deviendra plus tard DC Comics. Dans les années 20 déjà, c'est non, ils arrivent en 36 à New York pour, il me semble que ça, ils arrivent en 36 à New York, pour faire de la bande dessinée, puisque le comic book est un format qui est né en 1933, et ça reprend le format, et c'est parfois les mêmes éditeurs que les pulps, qui étaient des revues, présentant des nouvelles ou des romans par épisode, dans lesquels sont nés notamment Conan le Barbare, Doc Savage, ou le mythe de Cthulhu de Lovecraft sont nés dans ces revues-là. Les tout premiers comics reprenaient des comic strips publiés quotidiennement dans la presse, et rapidement, pour des raisons de droit, les éditeurs de comic book font des créations originales qui parfois sont des démarquages purs et simples de séries qui marchaient dans les strips. Siegel et Shuster, qui sont des amis d'enfance, arrivent tout jeunes à New York en 36. Ils ont plusieurs projets dans leur carton, dont Superman, qui est refusé. L'éditeur le trouvait plus ou moins ridicule. Et ils vont au départ, pendant 2 ans, faire des histoires de détectives, des histoires de robots, de la science-fiction, des choses comme ça. Jusqu'au lancement de Action Comics, une nouvelle revue, et pour laquelle, suite à une erreur d'aiguillage, il manque 12 pages et la couverture. Donc là, de Dirlas, l'éditeur leur dit, on va prendre votre machin, et c'est publié, et c'est un succès immédiat. Donc Stan Lee, à l'époque, il doit avoir encore 14 ou 15 ans, enfin il est en 22, il est en 38, il a 16 ans, Stan Lee. Faut bien comprendre, Superman, ça va complètement changer le monde de la bande dessinée, et surtout ça va être le point de départ des super-héros. Tout le monde va vouloir faire des super-héros après Superman. Alors c'est le point de départ des super-héros, il faut un tout petit peu de temps pour que les autres éditeurs digèrent l'impact de ça. Le premier à embrayer, ce sera encore National avec le personnage de Batman l'année suivante, un an après avec Bill Finger et Bob Kane qui créent Batman. Et en 39, donc à peu près en même temps que Batman, il va y avoir une maison d'édition qui s'appelle Timely, qui publiait des pulps au départ, va se lancer dans les comics avec une revue qui s'appellera Marvel Comics, donc le nom va rester, qui présentera notamment les aventures des 2 premiers super-héros Marvel, qui sont la Torche Humaine et Namor, le Prince des Mers. Donc à l'époque, Stan Lee est pas du tout encore aux manettes. Et quand il arrive en fait chez Timely, il est le neveu ou le petit cousin de Martin Goodman, le propriétaire, et il trouve un boulot pas vraiment de stagiaire, mais d'homme à tout faire, enfin d'assistant à tout faire. C'est-à-dire qu'il est là pour gommer les planches, apporter les cafés, aller chercher le papier, vérifier que les pots à crayon soient équipés, etc. Comme il adore la bande dessinée, et que pour Martin Goodman c'est quand même un milieu qu'il ne connaît pas bien, petit à petit Goodman va lui donner des responsabilités éditoriales croissantes avec le temps. Le premier gros choc chez Marvel, ce sera en 41 avec la création de Captain America par Jack Kirby, dont on parlera beaucoup, et Joe Simon, qui est intéressant parce que il sort plusieurs mois avant Pearl Harbor. Donc il y a une époque où les États-Unis ne sont pas encore en guerre, où il y a un fort mouvement pro-allemand aux États-Unis, et où la première génération d'auteurs de comics, il y a beaucoup de juifs, soit d'immigration récente, soit installés depuis plus longtemps, mais ils suivent de très près ce qui se passe en Europe. Donc pour Kirby et Simon, dénoncer ce qui se passe en Europe est important, et Captain America est là pour encourager les États-Unis à intervenir. C'est ça, sachant qu'à l'époque, il n'était pas du tout question que l'Amérique entre en guerre. Ah, il n'en était pas du tout question, au contraire, il y avait une forte résistance à ça. Et puis un parti pro-nazi qui était très puissant, à tel point d'ailleurs que Kirby a reçu des menaces, enfin il y a eu des lettres de menaces envoyées chez Marvel, auxquelles Kirby a répondu dans le courrier des lecteurs en disant très bien, là à telle date, à 17h, il y a un lampadaire à l'angle de la 5e avenue et de je ne sais plus quelle rue, on se retrouve là-bas, on s'explique. Donc, et Kirby y est allé. Alors on en reparlera, ça, notamment quand on abordera l'épisode sur Kirby. Et comment Stan Lee, lui, il accueille l'arrivée de ces nouveaux personnages? Est-ce que déjà, à l'époque, il est motivé à créer? Est-ce qu'il a déjà des idées? Il n'est pas encore en position de le faire. Il est vraiment l'assistant. Par contre, petit à petit, il va se retrouver à faire de l'éditorial dans Captain America, donc à écrire des textes éditoriaux dedans.
à écrire un peu de scénario petit à petit, et puis il va y avoir une première brouille, la première d'une longue série, entre Marvel et entre Timely et Kirby, puisque Timely payant très mal, on va avoir une première brouille entre Kirby et Timely, puisque Goodman payant très mal. Ils ont été réputés, Marvel a été réputé pour ça pendant encore très longtemps, d'être un des plus mauvais payeurs de la profession. Kirby et Simon travaillent aussi pour d'autres éditeurs. Kirby va travailler notamment brièvement sur lors de la création du personnage du Captain Marvel, futur Shazam. Chez DC Comics, chez Fawcett à l'époque. Il y aura un procès retentissant entre DC et Fawcett pour DC estimant que Captain Marvel est un plagiat honteux de Superman. Et puis il travaille effectivement un petit peu pour DC, il va travailler notamment sur le personnage du Sandman, le problème c'est qu'à un moment les gens de chez Timely s'en aperçoivent et ils sont censés avoir une espèce d'exclusivité. Donc il semblerait que ce soit Stan Lee qui ait dénoncé Simon et Kirby. À l'époque, les auteurs ils se copient beaucoup les uns les autres pour répondre à une forte demande éditoriale. Alors oui, et puis de toute façon, le comic book, comme je disais, repique beaucoup sur ce qui existe en comic strip. Donc par exemple, le personnage de Zatara chez DC Comics est un décalque pur et simple de Mandrake le magicien. Même Superman, dedans on retrouve des éléments d'un personnage de Pulp qui était le Gladiator de Philip Willy, et puis il y a des éléments de Doc Savage. Dans Batman, il y a des éléments qui proviennent du Shadow. Donc il y a beaucoup de... Le comic book au départ est un genre qui recycle beaucoup, d'autant que si le comic strip était quelque chose de prestigieux, au départ le comic book est considéré comme extrêmement populaire, et on y retrouve en fait les auteurs qui n'ont pas le bagage, qui n'ont pas fait, il y a très peu d'auteurs de comic book de la première génération qui ont fait une école d'art. Il y a Lou Fine notamment, et c'est à peu près tout. Will Eisner lui-même, sa seule formation en tant qu'artiste, c'est d'avoir peint des décors de théâtre. Et d'ailleurs, à ce propos, en parlant d'ambition, celle de Stan Lee, à la base, c'était d'être un très grand écrivain. Voilà, il voulait être romancier, il voulait écrire, comme on disait à l'époque, le grand roman américain. Le grand roman américain, voilà. Et puis il va se retrouver prisonnier d'une certaine façon de son image. Et si Stan Lee prend au départ il s'appelle Stanley Lieber, s'il prend le pseudonyme de Stan Lee quand il travaille dans les comics, c'est notamment pour pouvoir réserver son vrai nom pour son œuvre littéraire. Voilà, il voulait pas que son nom de naissance soit sur quelque chose du style des comic books. Pour lui, c'était pas digne de son ambition de grand écrivain. Alors, et puis surtout dans les années 50 notamment, il s'est aperçu que dans les années 50, quand il y a une chasse aux sorcières contre les comics, le truc il se présentait comme écrivain en se gardant bien de dire ce qu'il écrivait, parce que c'était effectivement être auteur de comic book en 54 par exemple, quelque chose d'extrêmement mal vu. Mais donc Stan Lee en fait reprend Captain America au moment où Kirby et Simon se font virer, avant d'être appelés sous les drapeaux, sachant que Kirby est appelé sous les drapeaux peu après aussi. Stan Lee s'en sortira bien pendant la guerre, puisqu'il sera dans un poste tout à fait, un poste de bureau, dans une base navale, donc il sera au calme. Il pourra continuer d'ailleurs à assurer une partie de l'éditorial de Timely sur son temps libre. Avec d'ailleurs, si je ne me trompe, la bénédiction d'un de ses supérieurs qui aimait bien ça. Oui. Après-guerre, Timely connaît une série de crises, parce qu'en fait, il y a une désaffection du public pour les super-héros à partir de 45-47, et un certain nombre de maisons d'édition ferment ou passent à autre chose. De toute façon, le modèle éditorial à l'époque, c'est EC Comics qui publie des anthologies de récits d'horreur, de suspense. Donc il y a les contes de la crypte, il y a les Tales of Suspense, justement c'est un titre de chez Timely. Mais il y a notamment donc les contes de la crypte, le caveau de l'horreur, etc. Qui vont déclencher au début des années 50 une grande chasse aux sorcières. Il va y avoir une commission sénatoriale les éditeurs survivants vont se doter d'une instance de régulation, de Comics Code, donc l'espèce de petit timbre qu'on voit jusqu'au courant des années 90 sur les comics,
indiquant que le contenu a été visé pour ne rien contenir de choquant. Et les planches sont retravaillées très souvent. Alors il y a du retravail de planches. Si on voit pas de sang, pas de scène de violence, pas de scène de sexe. Alors tout ce qu'on pouvait retrouver avant dans les comics, notamment dans les contes de la crypte. Surtout, alors les choses sont très. Alors le code vise explicitement ici comics. Il faut pas de violence, pas de morts vivants. Pas de choses occultes, inquiétantes, effectivement pas de sexe, pas de glorification des bandits, c'est-à-dire que le méchant doit toujours être puni à la fin, pas de, les policiers, les forces de l'ordre ne doivent jamais être montrés sous un jour défavorable, etc., etc. Donc ça s'assouplira avec le temps, mais dans les années 50, On y revient. On y revient, mais le code est en pleine force. Et en fait, à partir de 54-55, ça va paradoxalement bénéficier aux super-héros. Parce que si les titres d'horreur, notamment, disparaissent, si les titres de guerre doivent être un peu plus polissés, parce que certains des récits de guerre publiés par ici avaient fait scandale en dénonçant le patriotisme aveugle, en montrant les horreurs de la guerre. Kirby, d'ailleurs, notamment, fait beaucoup de récits de guerre à l'époque. Il faut s'orienter vers d'autres choses. Donc il y a un genre qui va apparaître, qui est le comics de romance, et qui va perdurer pendant une vingtaine d'années en pleine force. Il va y avoir des westerns, beaucoup de westerns, et dans la fin de la première moitié des années 50, il y a la recréation d'un héros des années 40, Flash, chez DC Comics, qui va relancer un nouvel âge des super-héros. Ce sera sous la direction de peut-être Julius Schwartz chez DC Comics. Il y avait Julius Schwartz et Mort Weisinger chez DC Comics, qui eux d'ailleurs viennent des pulps au départ. Schwartz a été d'ailleurs brièvement l'agent littéraire de Lovecraft. Ils s'entendaient très mal. Ça a duré moins de 6 mois, je crois. Donc ils vont recruter par contre pas mal d'auteurs qu'ils connaissaient dans les pulps, notamment Gardner Fox ou Edmond Hamilton. Qui vont écrire, Edmond Hamilton, qui est le créateur du Capitaine Flamme notamment, va écrire un certain nombre d'épisodes de Superman. Pas mal de choses basées d'ailleurs sur la planète Krypton. Et donc lors de l'éclipse des super-héros, il faut savoir que seuls les héros d'ici ont tenu le choc, puisque Superman, Batman et Wonder Woman ont continué à apparaître sans discontinuer. Ça a été à peu près les seuls. Ça, on est avant la création de la Justice League. On est avant la création de la Justice League. À cette époque-là, Tim Lee, qui est devenu Atlas, est un peu en train de couler, parce que je crois que Goodman a fait un mauvais deal en voulant changer de distributeur. Ce changement de distributeur a failli complètement faire couler... Alors il s'est lancé lui-même dans la distribution et ça n'a pas marché, et du coup il a été obligé de se rabattre sur le distributeur de DC Comics et de passer un accord avec DC à la fin des années 50. Et la boîte a effectivement manqué de couler à plusieurs reprises à ce moment-là. C'est lui qui va un petit peu maintenir le navire à flot à cette époque-là. Alors Stanley maintient le navire à flot, il s'occupe là, il est à l'époque le rédacteur en chef, à passer commande auprès des auteurs des séries, des épisodes, des récits qu'il y aura dedans. Et donc il publie à l'époque que des anthologies. Je crois qu'ils ont 6 titres, notamment Tales of Suspense, Tales to Astonish, Journey into Mystery, jouant avec les limites du Comics Code, parce qu'il y a on ne peut pas utiliser de morts vivants, mais ils vont utiliser par exemple des monstres, des monstres genre inspirés des films de l'époque, des monstres géants, génétiquement modifiés, ou alors des créatures qui ont subi des expositions à des rayons cosmiques. Exactement, les radiations deviennent un peu la baguette magique à tout faire, et ça, l'univers des super-héros Marvel saura s'en souvenir quelques années après. Oui. Alors, ils publient aussi du western, il y a Rawhide Kid, je crois, qui est chez eux, mais effectivement, on n'est plus du tout dans la grande époque où Marvel Comics, par exemple, vendait énormément, ou Captain America vendait énormément. On est, de toute façon, sur une maison qui est maintenue sous perfusion, et qui est celle qui paye le plus mal. Kirby se retrouve à travailler là-bas pour 2 raisons, c'est-à-dire qu'il vient de se fâcher assez violemment avec un des éditeurs de DC. Oui, et Kirby va revenir chez Atlas en 56. Voilà, et alors qu'il était assez fortement fâché avec Stanley, de l'eau a coulé sous les ponts. Et il accepte les boulots que lui donne Atlas,
Et il va prendre de plus en plus d'importance parce que il y a un des auteurs importants de la maison, Joe Manley, qui va avoir un accident, rentrant bourré le soir, il se fait écraser par un train, ou il tombe d'un train, il se fait écraser par un train, il se fait renverser par un train. Et c'était l'auteur sur lequel comptait le plus Stan Lee et la maison pour se maintenir à flot. Donc ça va permettre la montée en puissance de Kirby chez Atlas. C'est une triste aubaine pour lui. Voilà, de Steve Ditko aussi, qui commence à beaucoup travailler pour eux, de Dick Ayers et de quelques autres qui vont être le fer de lance de la grande période Marvel des années 60. Les super-héros fonctionnant très bien chez DC, DC va relancer un titre de groupe. Ça avait existé dans les années 40 avec All Star Comics et la Justice Society, et ils vont lancer donc la Justice League, et ça va être un énorme succès. Et alors il y a deux versions de l'histoire, et la réalité se situe sans doute à mi-chemin entre les deux. D'après Stan Lee, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une partie de golf entre John Goodman et le grand patron le propriétaire de DC à l'époque, le patron de DC se vante du grand succès de Justice League, et Martin Goodman serait rentré au bureau et aurait demandé à Stan Lee de réfléchir à un titre de groupe de super-héros. Il y a des versions différentes de cet épisode. L'autre version étant celle de Kirby. D'après Kirby, les huissiers étaient en train de tout embarquer. Kirby arrive dans les bureaux et trouve Martin Goodman en larmes à son bureau. Stan Lee lui explique les problèmes. Et donc, d'après Kirby, il se met sur un coin de table et il leur pond les 4 Fantastiques et il sauve la boîte. Alors, la réalité est sans doute quelque part entre les deux, mais il faut savoir que quelques années auparavant, Kirby a créé pour DC un quatuor d'aventuriers, les Challengers de l'inconnu, Challengers of the Unknown, qui, suite à un accident d'avion, deviennent des aventuriers de l'improbable, combattant des monstres géants, des savants fous, etc. Les 4 Fantastiques sont un démarquage clair et net des Challengers, avec la nuance étant apportée par le fait qu'un des personnages dans les 4 Fantastiques est féminin, alors qu'on a 5 personnages masculins dans les Challengers, et que eux sont partis carrément dans l'espace, et que c'est l'espace qui va les changer avec des radiations cosmiques. Enfin, on est dans ce que je disais tout à l'heure sur la baguette magique scénaristique que sont les radiations à l'époque. Voilà. Stan Lee avouait d'ailleurs ne rien comprendre à ce qu'ils écrivaient, mais il se trouvait que ça faisait bien sur le papier de parler de radiation, de rayons gamma, de choses... De molécules instables, enfin, Stan Lee est le pape du technobabble. Ouais. La manière d'utiliser des mots scientifiques ronflants sans les comprendre, c'est un style en soi, quoi. Ouais. Il le fait très très bien. On y croit, mais sachant que effectivement, ça ne veut strictement rien dire, mais ça donne l'impression, et c'est l'important, en fait. On dit ça pour les gens qui voudraient s'exposer à des rayons gamma, ça, voilà. Non, je recommande pas l'opération. On s'en sert pour stériliser les aliments. Pauvre Hulk. Ça voudrait donc dire qu'il n'aura jamais de descendance. Bon, et donc... Après, c'est la question de pourquoi le pantalon de Hulk n'explose pas quand il se transforme. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Ceci dit, les personnages des 4 Fantastiques, le personnage de la Torche, il existait déjà avant Human Torch. Alors en fait, le recyclage. Ça fait partie des idées. Sans doute là, il y a dû y avoir un ping-pong, mine de rien, entre Stan Lee et Jack Kirby, et c'est là où on n'a pas le fin mot de l'histoire de la vraie version, et que c'est pour ça que je dis qu'elle est entre les deux. La Torche, c'est un des personnages patrimoniaux de Timely Marvel, sauf qu'il le réinvente. De la même manière que DC a réinventé Flash en lui donnant une nouvelle identité, cette nouvelle Torche, Johnny Storm, n'est pas du tout l'androïde créé par le professeur Horton dans les années 40. Donc on a un personnage qui reprend l'allure et les pouvoirs du précédent, mais qui n'est pas lui. Là où ça va se compliquer un petit peu, c'est par la suite quand, par exemple, Namor, le vrai, va apparaître dans les 4 Fantastiques, et ça arrive très vite dans la première année d'existence du titre. Et où là, Lee et Kirby auront l'idée de reprendre les personnages patrimoniaux de la maison. Et c'est ainsi qu'ils réintroduiront d'ailleurs aussi Captain America dans les Avengers. Et donc, un truc amusant, c'est qu'au départ, les 4 Fantastiques n'est pas exactement un titre de super-héros. C'est-à-dire que le contrat qui liait Marvel à DC les empêchait de publier de purs titres de super-héros, et donc les 4 Fantastiques sont des aventuriers, et ils ne portent pas un collant de super-héros, mais une tenue de vol de l'aviation. Ils ne portent pas de masque non plus. Ils ne portent pas de masque non plus, ils n'ont aucune des caractéristiques, à part leur pouvoir, ils n'ont pas de caractéristiques classiques des super-héros. Pas de fausse identité.
Et leur adversaire numéro 1 dans le premier épisode, c'est un monstre géant typique on le voit sur la couverture du premier épisode, c'est un monstre géant absolument typique de ce que publiaient depuis quelques années les Marvel Comics et Atlas Timely. Donc on est vraiment sur une manière de faire du super-héros en sous-marin, jusqu'à ce que que Marvel puisse renégocier un contrat de distribution autre. Et à partir de là, ce sera l'explosion avec la création de Spider-Man, de Hulk, de Ant-Man, de Thor. Alors justement, là, cette explosion qui va arriver au début des années 60, en fait, ça va aller très très vite. Qu'est-ce qu'on doit exactement à Stan Lee? Les idées, ou lui, est-ce que il va juste mettre son nom sur les couvertures, sur les en-têtes, des scénaristes vont travailler pour lui? Alors vraiment, qu'est-ce qu'on lui doit? Pour certaines séries, il y a des scénaristes, il y a notamment son frère Larry Lieber qui va lancer Thor. Il est pas enchanté d'ailleurs. C'était pas un dessinateur ou un scénariste dans l'âme, son frère. Il était, il a rendu service, mais on sentait que de toute façon sur Thor, c'était Kirby qui était à la manœuvre essentiellement. C'est en fait toujours compliqué de démêler qu'est-ce qui vient de qui, mais il y a certains tropes qu'on retrouve systématiquement chez Stan Lee et qu'on retrouve pas forcément chez ses dessinateurs quand ils travaillent en solo. Notamment par exemple le personnage de Jane Storm dans les 4 Fantastiques est assez typique, la blonde un peu effacée, gentille, douce, ça c'est un personnage absolument typique de Stan Lee qu'on retrouvera avec Karen Page dans Daredevil, où là il est largement plus aux manettes, et qu'on retrouvera aussi avec Jane Foster dans Thor. Alors que par exemple Kirby, quand il a l'occasion de créer des personnages féminins, ça va être Medusa, ça va être Sif, Lady Sif dans Thor, des personnages beaucoup plus forts. Et ça va créer au sein de Marvel des conflits d'ego à cette époque-là, mais disons que il est crédité en tant que scénariste, mais ça va souvent être aux dépens d'autres auteurs à qui on doit vraiment le succès de la boîte. Alors pas tout de suite en fait, parce qu'il y a une méthode de travail, comme Stan Lee ne peut effectivement pas tout faire, la méthode Marvel qui va durer pendant un temps, et certains auteurs de comics l'utilisent toujours, la méthode Marvel se repose énormément sur le dessinateur. C'est-à-dire que Stan Lee va éventuellement proposer une amorce d'épisode, va résumer les gros enjeux de l'épisode, va proposer des nouveaux personnages, va proposer des situations, et le dessinateur aura donc sa pagination qui est entre 17 et 22 pages suivant les formats, pour raconter cette histoire. Ça demande des dessinateurs qui ont déjà un peu de bouteille, qui savent raconter une histoire par eux-mêmes. Et avec Kirby et Ditko qui sont vraiment des vétérans, ça passe tout seul. Avec d'autres dessinateurs moins dégrossis, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais la méthode Marvel permet effectivement à Stan Lee de garder un contrôle sur à peu près tout. Un contrôle qui sera plus ou moins serré suivant les dessinateurs avec qui il travaille. Certains sont rapidement très indépendants, et puis parfois il leur laisse aussi des os à ronger. Par exemple, Steve Ditko sur Spider-Man, il y a de gros tiraillements sur la direction à donner à la série, et sur Doctor Strange, Stan Lee laisse beaucoup plus la bride au cou à Steve Ditko pour développer ses propres thématiques. Les problèmes qu'il y aura entre Lee et Ditko viendront de Spider-Man et pas de Doctor Strange, par exemple. Et ça posera d'ailleurs problème à Stan Lee quand il devra reprendre Doctor Strange après le départ de Steve Ditko. Il ne saura pas du tout quoi faire de la série au départ. Ce qui va relancer les ventes encore de Marvel avant la création de Spider-Man, ça va être encore un autre personnage de Kirby, c'est Nick Fury. Alors Nick Fury au départ c'est un comics de guerre classique. Donc c'est Sergeant Fury and his Howling Commandos, donc qui est un récit de guerre comme Kirby en a déjà fait un certain nombre, et qui est un des genres très courants à l'époque. Kirby d'ailleurs après affectionne le genre, il a fait la guerre en Europe, il en est revenu assez secoué d'ailleurs. Lui il a connu le terrain contrairement à Stan Lee qui était et on y reviendra sans doute en parlant de Kirby, mais il est arrivé en Normandie à peine quelques jours après le débarquement. En fait, c'était la deuxième vague qui, une fois que la base avait été installée, la deuxième vague pour pouvoir effectuer les poussées dans l'arrière-pays. Et après, il combattra dans les Ardennes et en Allemagne. Donc Kirby affectionne le récit de guerre,
Et le Sergeant Fury est d'ailleurs plus ou moins une réponse au Sergeant Rock qui existe chez DC à l'époque sous les crayons de Joe Kubert. Mais il va y avoir donc un bouillonnement de nouveaux personnages avec des propositions. Kirby va en proposer énormément. Ils vont recycler aussi par exemple Doctor Strange est plus ou moins repris d'un Docteur Droom. Enfin, il y a eu un autre Doctor Strange auparavant. Il y a eu un Docteur Droom qui deviendra Docteur Druid. Il y a eu un certain nombre de personnages qui vont être recyclés comme ça. Groot, par exemple, est le Groot des Gardiens de la Galaxie, est un personnage qui est issu directement des comics de monstres des années 50. Il apparaît avant les 4 Fantastiques. D'accord, mais ça c'est normal, vu qu'il est toujours compliqué de savoir qui est à l'origine de tel ou tel héros. Les droits d'auteur, c'est évidemment en Amérique tout à fait différent. La propriété intellectuelle, rien à voir avec ce qui se passe en Europe. C'est ça qui permet de pouvoir piocher comme ça dans une espèce de catalogue des personnages. Là, c'est les contrats américains font que les personnages appartiennent à l'entreprise. Donc le Batman appartient à DC Comics. Alors il y a parfois des contrats un peu particuliers, mais Siegel et Shuster avec Superman se sont fait escroquer par DC Comics. Quand Bob Kane a été beaucoup plus malin et lui avait négocié son contrat pied à pied. Par contre, Bill Finger, lui, est un peu Bill Finger s'est fait. Bill Finger n'a pas signé de contrat puisque le contrat était au nom de Bob Kane et Bill Finger s'était fait escroquer par Bob Kane. Donc c'est de toute façon un milieu de requins. Et sans Richard Donner d'ailleurs, probablement les créateurs de Superman seraient morts dans la misère. C'est Richard Donner qui va créditer les deux créateurs. Quand il va faire son film Superman, dans les années 70, je me rappelle plus quel. Il va y avoir un procès, en fait, les enfants de Siegel et Shuster vont faire un procès à DC Comics, justement en prenant prétexte le film de Richard Donner. Et ça va être très très compliqué. Mais ça leur permettra effectivement d'avoir une rente, mais sachant qu'il y a eu un procès ultérieur sur le personnage de Superboy, qui était, que DC considérait comme dérivatif, mais qui avait été créé au départ par Siegel et Shuster aussi. C'est de toute façon je parlais tout à l'heure de l'énorme procès fleuve qui a duré des années et des années entre DC Comics et Fawcett autour du personnage de Captain Marvel. Alors chez Marvel, en fait, c'est les thèmes qui vont permettre et le traitement qui vont permettre de déterminer qui est à la manœuvre. Par exemple, Thor, c'est un personnage que Kirby porte depuis très longtemps puisqu'il a fait apparaître Thor déjà dans un épisode de Sandman en 41 ou 42. Qu'il avait reproposé quelque chose autour de Thor dans les années 50. Et là, on sent qu'il a des choses à dire avec Thor. Kirby est un vrai passionné de mythologie, et il s'amuse énormément avec le personnage. Donc il y aura d'ailleurs des tiraillements quand Stan Lee tentera de reprendre à plusieurs reprises le contrôle de la série. Sur un personnage comme Daredevil, le traitement des premiers épisodes, enfin de la première période est vraiment basé sur le soap opéra, sur des fonctionnements avec des ressorts d'histoire à l'eau de rose quasiment en dehors des actions super-héroïques de Daredevil. On sent bien là l'écriture de Stan Lee très tournée vers la comédie et le second degré dans l'écriture de Daredevil. Hulk a priori est un concept de Kirby et c'est un concept qui va connaître un échec au départ. Il va falloir le relancer, enfin ils s'y reprennent à 2 fois pour le relancer. Avec d'ailleurs la petite anecdote, si Hulk est vert, c'est qu'il y a eu une erreur d'impression, puisque dans le premier épisode, Hulk est gris. C'est ça. Et en fait, dans le suivant, l'imprimeur se plante sur les indications. À l'époque, la colorisation est faite par des moyens mécaniques. Et donc il y a des indications de couleur, et l'imprimeur va confondre grey et green, et va imprimer donc Hulk en vert. Quand les épisodes arrivent dans les bureaux de Marvel, tout le monde est catastrophé, sauf Stan Lee, semble-t-il, qui dit mais en fait on le voit beaucoup mieux comme ça, le comics est beaucoup plus visible, on va le laisser en vert. Et il faudra 20 et quelques années pour que le changement de couleur soit expliqué à l'intérieur du comics par des mutations de Banner. À l'époque, ils le font passer directement comme ça. Vous parliez des thèmes qu'on retrouve dans les comics de Marvel. Est-ce qu'on peut distinguer deux grands thèmes, ceux de Lee et ceux de Kirby dans Marvel, on va dire dans les années 60, on retrouve beaucoup le thème de la science néfaste mais révélatrice de la vraie nature de l'individu.
Chez Kirby, on est plutôt dans le mythe, la relation entre les hommes et les dieux. Alors, Kirby va créer des personnages de scientifiques divins. Il y a par exemple dans Thor, le maître de l'évolution, c'est un démiurge scientifique, qui est inspiré d'ailleurs du Docteur Moreau, de l'île du Docteur Moreau, mais en version super-héroïque et plus cosmique. Kirby adore le côté mythologique avec des personnages beaucoup plus grands que nature. Puis il y a un vitalisme, le bien chez Kirby, c'est la vitalité qui se justifie par elle-même, le fait d'avancer. Il n'a pas une perspective extrêmement morale, contrairement par exemple à Steve Ditko qui est beaucoup plus, qui a des conceptions beaucoup plus tranchées du bien et du mal. On le sent dans Spider-Man. Dans Spider-Man notamment, dans les premiers numéros déjà. Dans les travaux ultérieurs de Ditko, dans The Question, Mr. A, on est dans quelque chose d'extrêmement tranché, avec le mal, le bien et rien au milieu. Et Lee se situe où dans tout ça? Pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue purement éditorial. Eh ben, Lee se voit comme un feuilletoniste. Donc en fait, ce qui intéresse Stan Lee, c'est les rebondissements. C'est ça qui va induire la fâcherie avec Steve Ditko. Par exemple, dans Spider-Man, l'identité du bouffon vert n'est pas donnée tout de suite. Et le conflit va naître du fait que Ditko voudrait que ce soit un homme dans la foule, quelqu'un qu'on n'a jamais vu auparavant ou qu'on aurait vu dans des arrière-plans, alors que Stan Lee trouve que dramatiquement c'est beaucoup plus intéressant que ce soit un proche de Peter Parker, et son choix va s'arrêter sur Norman Osborn, qui a un rôle un petit peu de mentor à ce moment-là, et qui est le père du meilleur ami de Peter Parker, et c'est quelque chose auquel Ditko est violemment opposé. Mais Lee va avoir finalement le dernier mot. C'est Lee qui signe les chèques, donc il a le dernier mot, et Ditko s'en va en claquant la porte à ce moment-là. Donc il faut d'ailleurs que l'épisode soit dessiné, je crois que c'est John Romita Sr. qui arrive sur ses entrefaites pour reprendre la série, et qui lui est beaucoup plus malléable de ce point de vue-là. Et ce qui intéresse Lee, c'est effectivement d'avoir des coups de théâtre, d'avoir des rebondissements, alors que Ditko se voit comme écrivant plutôt des fables morales. Donc c'est un lui des tiraillements. De ce point de vue-là, Kirby et Lee se complètent mieux au départ, parce que le but de Kirby, c'est aussi de mettre en scène des gros concepts, des grosses envolées lyriques, et Stan Lee peut se reconnaître là-dedans. Leurs discussions de travail sont très libres. Le Galactus et le Surfeur d'Argent sont très comme ça. C'est à la buvette, à la cafétéria en bas de chez Marvel, au bar du coin, qui discutent. On a eu tel et tel, on a eu des extraterrestres, on a eu des monstres géants. Là, pour marquer, on s'approche du 50e numéro, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un truc qui marque le coup, qui soit plus gros que tout ce qu'on a fait avant, et on sait pas qui propose quoi à l'époque, mais on sent bien qu'il y a vraiment un ping-pong entre les deux, et quelque part ils se disent on a qu'à amener un dieu, et ce dieu ce sera Galactus, le dévoreur de planètes, qui apparaît dans les 4 Fantastiques, numéro 47, et donc en même temps que le Surfeur d'Argent. En même temps que le Surfeur d'Argent, et pour le coup, le Surfeur d'Argent est une pure création de Kirby, qui voulait meubler certaines cases, et puis qui avait des idées. Il y a la réflexion morale de Kirby se situant sur des choses moins tranchées que celles de Ditko. Kirby aime bien explorer des problèmes de moralité, plus poser des questions que de donner des réponses. Et il voit dans le Surfeur, qui est une espèce d'ange déchu, un personnage complètement amoral au départ, puisque c'est le rabatteur, c'est le personnage qui va trouver des planètes à dévorer au Surfeur d'Argent pour Galactus. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, et qui va connaître une chute au contact d'une femme. Donc on est dans quelque chose d'assez biblique, au contact d'Alicia Masters, la petite amie de la chose, va découvrir la bonté, va découvrir le caractère précieux de la vie humaine, et va se remettre en question. Et il faut pas oublier que Kirby, à l'époque, c'est lui qui était le maître des romances comics. Voilà, il a énormément opéré dans les comics à l'eau de rose, et s'est beaucoup amusé dessus, et posait d'ailleurs des problèmes de société dedans. Il y avait des choses, c'est pas du tout, on pourrait s'attendre à quelque chose de gnangnan, c'est pas du tout le cas. Il pose de vrais problèmes de société, alors avec les moyens, dans les cadres moraux de l'époque, mais
il y a une vraie réflexion chez lui. Et pour lui, le surfeur va être l'occasion de réfléchir à effectivement comment se construire une morale quand on avait une morale simple, ce que dit mon maître est bien, et tout le reste est mauvais, et quand on se retrouve face à la complexité d'un monde qui n'est pas justement en noir et blanc. Sauf que Stanley va s'emparer du personnage, va s'enticher du personnage, s'en emparer, et en déposséder Kirby. Qui créera un peu plus tard, toujours dans les 4 Fantastiques, le personnage de Him, lui, qui sera une créature que les auteurs ultérieurs appelleront Adam Warlock, et qui est justement un homme créé de toutes pièces par des scientifiques. Donc Kirby aime bien jouer avec des concepts scientifiques aussi, mais qui naît sans morale, et qui doit apprendre la complexité du monde, et Kirby va le récupérer dans les aventures de Thor, justement pour pouvoir le développer. Ce qu'il n'aura pas le temps de faire très longuement, mais pour le coup, les pistes qu'il lance sont suivies par les auteurs ultérieurs qui jouent avec ce personnage-là. Alors que Stanley fait du surfeur non pas un personnage en quête de sa propre morale, mais un commentateur de la folie des hommes. Ce qui n'était pas du tout le but de Kirby au départ. Et ce sera du coup une source de conflit aussi entre eux. À partir des années 70, ce qui va mettre un petit peu Stanley sur le devant de la scène, c'est que le comics, au sein des universités américaines, va devenir un objet d'étude anthropologique. Et Stanley va devenir en fait le principal exégète. Il va être invité à faire des conférences dans les grandes universités américaines pour parler du comics. Et est-ce que le fait d'être invité, d'être déjà considéré par cette nouvelle génération qui a envie d'étudier ce qu'est le comics au sein de la culture américaine, culture anthropologique, est-ce que c'est ça aussi qui va lancer Kirby sur le devant de la scène en tant qu'exégète grand Manitou. Stanley, pardon. Alors Stanley est quelqu'un qui quand au moment de la révolution Marvel, donc à partir de 61, va comprendre que pour pouvoir lutter à armes égales contre DC, qui est mieux installé, il faut avoir le facteur cool. Et il va s'ingénier à rendre ses personnages cool. C'est pour ça d'ailleurs que Ant-Man, dans sa première version, va pas rester très longtemps, parce que c'est un personnage un peu trop à l'ancienne. Le Ant-Man pourrait être un personnage tel qu'il est créé au départ par Lee et Kirby, pourrait être un personnage de DC, et ses auteurs s'en désintéressent assez vite, en fait. C'est pour ça qu'il se retrouve pour pouvoir vivoter dans les Avengers, parce qu'il est en train de perdre sa série, dont personne ne sait trop quoi faire, parce qu'elle est en décalage par rapport au reste des problèmes des problématiques évoquées par les comics Marvel. Un des grands apports de Stanley, c'est par exemple le caractère faillible de ses héros. Là où Superman est quand même assez monolithique, où il faudrait inventer la kryptonite pour pouvoir réduire ses pouvoirs, la plupart des grands héros de Stanley sont des gens profondément handicapés. L'exemple type étant Daredevil qui est aveugle et qui doit compenser ses pouvoirs, mais on a aussi Tony Stark et ses problèmes de cœur, on a Peter Parker qui est un handicapé social d'une certaine façon. Si l'adolescence était un handicap, ce serait peut-être un des personnages les plus handicapés. Et du coup, Peter Parker parle énormément à une génération de jeunes qui se posent des questions sur l'univers dans lequel ils vivent, et puis le prototype du jeune lecteur de comics, c'est le binoclard qui se fait malmener par les forts en sport à l'école. Donc ce lecteur-là se reconnaît énormément dans Peter Parker, puisque c'est une version super-héroïque de sa propre vie. Mais est-ce que les Marvel ont été les premiers à faire des super-héros qui n'avaient pas qu'une vie de super-héros, mais aussi une vie d'ado, une vie de couple, qui subissent les problèmes de la société américaine, la guerre, la crise économique? Ça existait déjà avant Marvel? Alors, il y a déjà ça un peu d'une certaine façon chez DC. Le problème, c'est que le héros typique de DC, c'est un trentenaire bien installé dans la vie. Barry Allen est policier, Clark Kent est reporter, Bruce Wayne est milliardaire, Green Lantern, pareil. Green Lantern est pilote de chasse, il devient policier. Green Arrow est très bien établi aussi. Voilà. Et à part Tony Stark, qui lui est milliardaire, mais contrairement à Bruce Wayne, on voit la gestion au jour le jour aussi des entreprises Stark et les problèmes, les rachats, les soucis que ça peut impliquer. Donc il y a tout ce côté vie quotidienne effectivement, et puis des problèmes
ils vont aussi s'attaquer à des problèmes du temps, puisque quand ils créent le Maître de la haine ou qu'ils créent la Panthère Noire, Lee et Kirby s'attaquent au racisme de façon frontale, qui était quelque chose qu'on n'avait pas revu dans les comics depuis justement la disparition des EC Comics qui avaient fait scandale en s'attaquant au racisme. Donc il y a des choses, il y a beaucoup de grands thèmes comme ça qui sont évoqués plus frontalement chez Marvel, avec une perspective plus progressiste. Même si ça peut nous sembler vieux jeu maintenant, enfin si la prose de Lee peut nous sembler vieux jeu maintenant, à l'époque il était clairement il se place clairement dans le camp progressiste, et donc du coup il va aussi attirer l'attention des lecteurs étudiants sur les campus, et parallèlement Lee communique beaucoup sur le fait que puisque le pop art, notamment Roy Lichtenstein, s'inspire des comics, les comics sont de plein droit du pop art, et il peut produire à cet effet par exemple certains des collages de Kirby dans les 4 Fantastiques qui sont complètement surréalistes, des visions cosmiques faites de coupures de journaux, de mixeurs et de photos de planètes qui sont complètement démentes, assez psychédéliques d'ailleurs. Il y a d'ailleurs un gros malentendu à l'époque par rapport au Doctor Strange de Steve Ditko, qui fascine absolument la génération Tim Leary qui fonctionne avec le LSD, la recherche psychédélique, alors que Ditko parle uniquement de spiritualité, de voyage spirituel, mais la manière dont il le représente parle beaucoup à toute la génération du Flower Power. Dans les 70s, en fait, il n'est déjà plus aux affaires chez Marvel. En fait, la société est revendue à la fin des années 60. Martin Goodman en conserve la direction et Stan Lee la rédaction en chef, mais c'est à ce moment-là que Kirby s'en va en claquant la porte, puisqu'il voulait en profiter pour renégocier ses contrats, et la négociation se passe mal, et en plus, toutes les sources de conflit avec Lee qui couvaient depuis un certain temps, sur la manière qu'avait Lee de tirer la couverture à lui, de récupérer les personnages, etc., finissent par fâcher Kirby, qui repart chez DC, et à l'époque c'est le transfert du siècle, puisqu'il va lancer de très très grosses choses chez DC. Ça se passera d'ailleurs pas très bien, il revient chez Marvel au milieu des années 70. Mais à partir de là, Lee, effectivement, qui est très sollicité par les universités, va s'éloigner, d'autant que c'est le moment de l'époque est mûre, et avec le succès de la série télévisée Batman à la fin des années 60. Avec Adam West et Burt Ward. Exactement. L'époque est mûre pour essayer de négocier avec Hollywood. Donc il y aura plusieurs séries de dessins animés, dont alors les toutes premières reprennent les 4 Fantastiques en animant des cases, et le résultat est pas toujours fabuleux. Et puis il y a la fameuse série Spider-Man avec son générique inoubliable, qui va vraiment permettre à Marvel de se lancer dans l'aventure des médias. Puis la série télévisée Hulk. Donc à ce moment-là, Lee est à Hollywood à négocier, enfin en tant qu'ambassadeur, il conserve une sorte de présidence d'honneur de Marvel. Enfin il a un poste honorifique. Il travaille quasiment plus dans les locaux, il écrit un peu encore de surfeur d'argent de façon ponctuelle, mais sinon il est à Hollywood à négocier des contrats. Donc là il a vraiment pris en marche la machine à vapeur américaine. En ce qui concerne l'histoire de l'art, il rentre en plein dans l'art moderne en se greffant au pop art. Il rentre aussi dans l'industrie cinématographique là, qui est renaissante aux États-Unis dans les années 70. Il a vraiment le vent en poupe. Stan Lee, c'est celui qui a les bonnes idées, quoi. C'est celui qui a non seulement les bonnes idées, et surtout la capacité à le faire savoir. C'est-à-dire que Ditko est quelqu'un qui s'exprime très peu. Steve Ditko est le prototype de l'artiste qui considère que son œuvre se suffit à elle-même, qu'il n'a pas à s'exprimer dessus. Donc forcément, ça n'aide pas à lui donner une présence médiatique. Kirby un peu plus, Kirby s'exprime plus facilement, mais d'un autre côté, comme Marvel paye mal, il a une place en or chez Marvel parce qu'on lui donne beaucoup de travail, mais pour pouvoir, dans les années 60, Kirby réalise au moins 2 pages par jour. Il faut se rendre compte, il réalise les 4 Fantastiques, Thor, et généralement des crayonnés pour diverses autres séries, des histoires courtes, etc. Donc rien qu'avec ces séries de base, il est par mois à une petite 40aine de pages, avec tous les suppléments qu'il fait par ailleurs. C'est énorme. C'est absolument énorme, et
Et de fait, il aurait été mieux payé à la planche, il aurait été un peu plus... il aurait pu réduire la voilure aussi de ce côté-là. Alors en plus Stan Lee, il va carrément être un peu plus tard, hein, je crois que c'est déjà dans les années 2000, en 2008, Stan Lee il va recevoir la National Medal of Art des mains de George Bush fils. Donc dans les années 2000, là on a déjà eu les grands succès de Marvel, on va dire les premiers quoi. Iron Man c'est 2008, ouais. Mais il y a eu la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et il y a eu les X-Men de Bryan Singer, notamment. Ouais. Ça a été quoi vraiment le point de départ qui a lancé l'industrie Marvel? C'est tout ce qu'on vient de dire, l'accumulation de tous ces bons plans, ou est-ce qu'à un moment donné, à la fin des années 90, début 2000, il va y avoir ce qui va relancer le super-héros Marvel? On sait que en 89, le film Batman de Tim Burton a vraiment été une bombe atomique. Il y a eu ce qu'on appelle une Batmania à l'époque, et les films de super-héros d'ailleurs ont plus jamais été les mêmes après le Batman de Tim Burton. On va dire, ça a un peu été le maître étalon pendant une certaine époque. Même on retrouve un peu de ce Batman-là dans le Spider-Man de Sam Raimi. Sam Raimi, c'est une de ses plus grandes frustrations. Jusqu'à la musique de Danny Elfman, d'ailleurs. Jusqu'à la musique de Danny Elfman. Une des plus grandes frustrations de Sam Raimi, c'est de jamais avoir eu les droits pour adapter un Batman. Il fera Darkman, d'ailleurs, avec Liam Neeson. Bon, on va pas juger le film. Il est très sympathique. Il est très sympathique, à revoir. Mais est-ce que va y avoir une espèce d'électrochoc qui va faire que ça y est, là, on est dedans, ça va être l'ère Marvel? Dans les années 70-80, Marvel est clairement une force de proposition sur laquelle DC va s'aligner. Enfin, le succès des X-Men de Chris Claremont va amener les New Teen Titans à fonctionner un peu selon les mêmes codes. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Enfin, de toute façon, les deux éditeurs se piquent des concepts. Le Swamp Thing de DC est dupliqué avec le Man-Thing de Marvel. Le Darkseid créé par Kirby chez DC va engendrer le Thanos de Marvel. Donc il y a beaucoup d'échanges dans ce genre-là. Après, il y a les cartoons aussi qui comptent beaucoup. Alors les cartoons arrivent un peu plus tard, mais parce qu'il y a des cartoons dans les années 70, notamment il y a donc le Spider-Man, il y a les 4 Fantastiques. Il y a à la fin de la décennie les Super Friends, donc qui reprennent la Justice League, avec d'ailleurs des concepts un certain nombre de concepts de Kirby par moment, enfin notamment dans l'adaptation en comics derrière. Mais DC a quelques difficultés à ce moment-là à se maintenir, à avoir le facteur cool dont Marvel s'est emparé. Et dans les années 80, on est à fond dedans. Au milieu des années 80, DC va jouer la carte de comics plus adultes, et ça va être le Dark Knight de Miller, le Watchmen d'Alan Moore, la création de Vertigo, le Arkham Asylum par Grant Morrison, et donc du coup, DC va jouer cette carte-là et reprendre un peu. Pardon ? Un peu Cold Wave. Tout à fait. C'est pas pour rien qu'il y a des titres comme Killing Joke, The Cult, enfin que c'est pas pour rien aussi que le Sandman de Neil Gaiman à la tête de Peter Murphy, le chanteur de Bauhaus, et que Def à la tête de Siouxsie and the Banshees. Il y a vraiment un tropisme. DC va embaucher beaucoup d'auteurs anglais qui vont donner vraiment un caractère plus savant et plus adulte à ces comics. Ça va être l'âge d'or des Britanniques un petit peu. Ah oui, complètement. C'est ce qu'on a appelé l'invasion anglaise. C'est une poignée de bonhommes, hein. C'est pas grand monde en fait. Alan Moore, Grant Morrison, Garth Ennis un peu plus tard, Neil Gaiman, Jenny Delano, Peter Milligan, mais c'est moins d'une dizaine de gars. Mais simplement, ils vont effectivement révolutionner et mettre et puis après, un type comme Frank Miller qui venait de chez Marvel va aussi beaucoup en très peu de temps contribuer à repenser l'univers d'ici, notamment en ce qui concerne Batman. Il y a aussi un petit protégé de Stan Lee qui va faire beaucoup parler de lui, c'est Todd McFarlane. Il a de bons rapports avec les gens de chez Marvel, simplement les contrats de Marvel. Alors les contrats de Marvel dans les années 70, il y a un procès entre Kirby et Marvel qui conduit à repenser le système de royalties notamment. Ce qui fait que à partir de la fin des années 70, les auteurs sont mieux traités que précédemment chez Marvel. De la même manière que chez DC, il y a aussi, avec l'arrivée des réimpressions, les contrats sont repensés pour pouvoir tenir compte des réimpressions.
Donc la situation des auteurs s'améliore à l'époque, notamment grâce à Neil Adams, à Kirby et à des grosses bagarres qui ont lieu à l'époque. Derrière, chez Marvel, ça reste quand même pas énorme, surtout que les McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, enfin toute la jeune génération des dessinateurs qui émergent à la fin des années 80, ils font Wildcats après. Ils vendent énormément, c'est-à-dire que on retrouve ponctuellement des tirages qui sont ceux de l'âge d'or, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de grandeur de redevient le million d'exemplaires. Alors que un très bon titre Marvel se vendait entre 300 et 500 000 habituellement. Et on n'est plus du tout sur ces chiffres-là actuellement. D'ailleurs, il y a eu un effondrement du marché par la suite. Dans les années 90, donc, ces auteurs-là s'en vont pour créer leur propre maison d'édition, qui sera Image Comics. Donc, Jim Lee crée les Wildcats et Stormwatch, McFarlane crée Spawn, qui a dépassé son 300e numéro récemment. Eric Larsen crée Savage Dragon, qui a aussi une série de très longue haleine. Jimmy, lui, après se faire racheter, par la suite ses parts sont rachetées, et son studio sont rachetés par DC Comics, dont il se retrouve plus ou moins vice-président, enfin il a un poste ou directeur artistique, mais c'est des gens qui ont bien mené leur barque parce que justement ils partent sur une politique d'auteur. Et ça va poser de sérieux problèmes puisque Marvel, voyant ses auteurs vendeurs partir, se retrouve dans un creux de vague, manque de faire faillite entre le milieu et la fin des années 90, et en plus c'est racheté par Toy Biz, un fabricant de jouets, qui voit surtout dans les comics un catalogue pour des séries de jouets. Il va y avoir une vraie mauvaise passe. Alors il y a toujours de bonnes séries à l'époque, mais des décisions éditoriales prises par le patron à l'époque qui conduisent à démultiplier les personnages et surtout à faire une politique anti-auteur, en fait, en disant les personnages, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les personnages et pas les auteurs. Marvel retrouve la santé, en fait, en sortant de cette logique-là. À la toute fin des années 90, il y a un gros... donc la boîte est au bord de la faillite et survit grâce aux ventes de droits, notamment de Spider-Man et des X-Men, qui vendent d'ailleurs pour moins cher que ça ne valait, à Sony et à la Fox. Sony a d'ailleurs loupé le coche, puisque Marvel voulait vendre la totalité des droits cinématographiques, et Sony fait non, ce qui nous intéresse c'est Spider-Man et ce qui tourne autour de Spider-Man. Sony aurait pu avoir tout. Et en fait, du coup, Marvel après a revendu à la découpe. Il y a eu les droits de Hulk chez New Line, je crois, ceux de Blade, ceux des X-Men. Et ceux des 4 Fantastiques à la Fox aussi. Donc en vendant par morceaux les licences qui semblaient vendables. Et à l'époque, personne ne croit à la possibilité d'un Iron Man qui est un personnage trop secondaire dans l'esprit du grand public. C'est une des raisons pour lesquelles dans les premiers films Avengers, il y a si peu de super-héros. Il y a les super-héros dont Marvel continue à détenir les droits, et c'est pas les héros les plus vendeurs, quoi. C'est les Gardiens de la Galaxie, personne n'aurait misé un copec sur le succès des Gardiens de la Galaxie, par exemple. On est vraiment dans le 3e tiers des licences Marvel, quoi. Le premier tiers ayant été vendu avant. C'est le fond des mâles. Voilà. Et ce qui est très fort, c'est qu'ils ont réussi à en faire quelque chose de phénoménal. Mais à la toute fin des années 90, en fait, certaines séries sont arrêtées, et pour les relancer, la nouvelle direction embauche Joe Quesada, qui avait travaillé avec eux, mais qui avait monté une petite maison d'édition indépendante avec Jimmy Palmiotti, mais qui vivotait, mais qui est un type très compétent et très efficace, et qui connaît bien les personnages. Donc Joe Quesada va se retrouver en charge d'un label, Marvel Knights, qui reprend certains des personnages qui ont coulé dans les années 90, notamment Daredevil et le Punisher, les Inhumains, enfin des séries dont plus personne ne veut, avec carte blanche. Et là, Quesada va embaucher des auteurs qu'il apprécie. Alors il va se charger d'ailleurs de la relance de Daredevil. Il va embaucher les auteurs qu'il apprécie, Paul Jenkins et Jay Lee sur les Inhumains, des choses comme ça. Et il va rencontrer du succès, c'est-à-dire que les titres Marvel Knights sont ceux qui font l'actualité, ceux dont on parle, et à partir de là, il se retrouve à assumer peu de temps après la rédaction en chef de Marvel, donc c'est un poste très puissant, et à pouvoir relancer tout. Et là, pour le coup, avec une vraie politique d'auteur. Mais cette fois-ci,
non plus basé sur les dessinateurs, mais sur les scénaristes sur lesquels il sait qu'il peut compter. Donc ça va être Ed Brubaker sur Captain America, ça va être Brian Bendis sur Daredevil, puis sur les Avengers, et ainsi de suite. Donc il va vraiment Kurt Busiek sur les Avengers, enfin il va y avoir pas mal de choses où les auteurs qui arrivent sont des scénaristes extrêmement compétents et surtout qui ont un respect du matériel, qui veulent retrouver, enfin il y a une espèce de retour aux sources qui est à double tranchant, parce que un retour aux sources, ça veut dire que les personnages n'évoluent plus, et effectivement la précédente, au début des années 90, la précédente politique de retour aux sources avait contribué à casser la dynamique de certaines séries. Et ils ont payé ils l'ont payé, enfin Marvel l'a payé pendant toutes les années 90. Notamment sur Thor, enfin il a été très facile, très difficile après de faire quelque chose avec Thor pendant un temps. Donc le début des années 2000, il y a un vrai redémarrage de Marvel, et à partir de là, quand ils sortent de l'ornière, ils sont assez forts en 2008 pour pouvoir lancer sur le personnage, les personnages qui leur restent, dont Captain America, Iron Man et Thor, et ils vont lancer Iron Man comme une sorte de ballon d'essai. En fait, le film n'appelle pas à suite, il est bouclé. La petite séquence post-générique avec Samuel Jackson au départ est un gag, parce que il y avait eu au début des années 90, il y avait eu une série qui s'appelait Ultimates, qui reprenait les Avengers en les modernisant, et le dessinateur Brian Hitch et les auteurs s'étaient amusés à donner à Nick Fury la tête de Samuel Jackson. Comme Samuel Jackson est un gros fan de comics, il avait appelé Marvel, il avait croisé des gens de chez Marvel dans une convention, et avait dit « Hey, là, j'ai rien dit parce que vous utilisiez mon image, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que maintenant c'est moi, Nick Fury. Et que si vous faites un film avec Nick Fury, ce sera avec moi. » Et donc en déconnant, mais le truc, c'est l'histoire du sabre laser violet dans Star Wars. Exactement, c'est le truc. Il a Samuel Jackson étant l'indique, il a su s'entendre avec les gens de Marvel qui ont dit d'accord. Et donc, il y a eu cette séquence gag, mais qui le succès surprise du film fait qu'ils ont pu enchaîner derrière avec et développer leur univers de super-héros en le faisant, n'ayant pas de gros moyens, mine de rien. Ils le font à petite fois, brique par brique, et en s'inspirant de ce qui avait été fait dans les comics, où l'univers Marvel n'est pas né un jour de la tête de Stan Lee. Ça a été une confluence de talents, d'envie, avec une direction qui était effectivement impulsée par Stan Lee. C'est Stan Lee qui propose de faire en sorte que toutes les séries soient reliées, c'est-à-dire que s'il y a un événement majeur dans 4 Fantastiques, il faut en parler au moins au détour d'une case dans Spider-Man, dans le Spider-Man du même mois. Eh ben ils vont reprendre la même technique dans les films. Créer un univers global. Créer un univers global, mais par petites touches, en laissant à chaque film sous-entendre l'existence du reste. Donc c'est le sens de cette séquence avec Samuel Jackson. Et puis petit à petit, on amène des super vilains, des concepts. La Veuve Noire arrive dans Iron Man 2, elle est développée par la suite, et ainsi de suite. Et on voit le bouclier de Captain America. C'est à la fois du fan service, c'est-à-dire un petit clin d'œil au lecteur, et en même temps des pistes lancées sur la suite. Mais c'est comme ça, c'est en créant cette arborescence qu'ils ont réussi à s'approprier un peu le marché cinématographique du super-héros. Exactement, parce que DC, qui fonctionnait avec la trilogie lancée vers la même époque, la trilogie des Batman de Nolan, et fonctionne en autarcie. Il n'y a aucune référence au reste de l'univers DC. Et quand Zack Snyder lance Man of Steel, c'est dans la même optique, et ils changent leur fusil d'épaule, Warner change leur fusil d'épaule en disant il faut qu'on crée un univers global. Le problème c'est que par exemple Batman, la fin de la trilogie de Nolan boucle l'histoire de Batman, c'est-à-dire que Bruce Wayne c'est terminé, et ça va être un problème parce que effectivement on voit bien que le Batman de Zack Snyder essaie de ne pas totalement contredire ce qu'a fait Nolan, tout en étant pas tout à fait le même, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un Batman bien plus tard, donc peut-être qu'il a eu un passage à vide, peut-être qu'il a laissé les clés à quelqu'un, et on a le costume du Robin tué dans une vitrine, donc c'est une référence aux comics, en même temps, ça permet de créer une passerelle, sauf que c'est jamais clair. Mais c'est aussi imputable aux comics en eux-mêmes, parce qu'il y en a beaucoup plus de one-shot chez les personnages DC que chez les personnages Marvel. C'est pas vrai, parce qu'en fait, les
L'édition française de DC, alors là on est sur à la fin des années 80, au milieu des années 80, Aredit Artima, qui est un des éditeurs historiques de DC, qui publiait notamment les Teen Titans et ce genre de séries, perd les droits, finit par péricliter. Et Lug, qui avait le vent en poupe avec Marvel au milieu des années 80, ne saisit pas sa chance. Il y avait moyen. C'est une époque où l'univers d'ici subit plus ou moins un reboot. Il y a notamment un redémarrage de Superman. Il y aurait eu moyen de relancer solidement DC en France à cette époque-là. Ça n'a pas été fait. En fait, c'est le film Batman. Il y a le travail de Comics USA qui publie justement les meilleurs one-shots de Batman à l'époque, notamment le Year One de Frank Miller, The Cult de Jim Starlin et Bernie Wrightson. Les Year One et les Long Halloween, c'est aussi ce qui va inspirer Christopher Nolan. C'est des histoires qui se terminent. C'est des histoires bouclées, mais c'est il faut savoir que Batman, par exemple, c'est toujours 3 ou 4 séries aux États-Unis mensuelles. Donc il y a une continuité. Le Year One, c'était les épisodes 401 à 406 à 408 de 405 à 408, je crois, de Batman. C'est des parenthèses. C'est une parenthèse, mais qui rebootait le personnage de Batman. Et le truc, c'est que, par exemple, il y a d'énormes sagas dans Batman. Il y a eu No Man's Land, il y a eu Nightfall, il y a eu ce genre de choses. Rip. Et Batman évolue constamment. Enfin, il y a l'adjonction de nouveaux personnages. Il y a une vraie continuité dans les titres d'ici. Le Superman relancé par John Byrne en 87 voit son histoire évoluer énormément jusqu'en 2011 au moment du reboot de DC. Donc le problème, c'est qu'en France, à un moment, faute de magazines publiant de façon régulière le matériel d'ici, on n'avait que les one-shots, les histoires complètes, là 3 épisodes qui forment une histoire complète, on peut les publier, mais les choses un peu feuilletonesques sur 12, 15, 16 épisodes, ça devient beaucoup plus compliqué. No Man's Land a été publié en France plus de 15 ans après sa publication américaine, par exemple. Donc pour revenir un peu à Stan Lee, on n'a pas dit, mais à cette époque-là, Stan Lee a sa propre société, Stan Lee Media, il me semble. Il en fait quoi de cette société? À quoi elle lui sert? Alors, il publie, il développe des concepts pour la télé. Il développe des concepts en comics. Il y a eu la dernière salve, c'était il y a une dizaine d'années, 8 ou 10 ans, des nouveaux héros créés par Stan Lee Media, où il fournissait des concepts à des auteurs. Un petit peu avant, vers 2000, il y avait eu une espèce de gag où DC l'avait recruté pour réimaginer ses personnages. Donc il y avait eu le Superman de Stan Lee, où il inventait un personnage qui s'appelait Superman, mais qui était très différent de celui qu'on connaît, avec en jouant, en s'auto-caricaturant presque sur ses tropes. Il y avait eu, donc il avait fait il y a eu peut-être 8 ou 10 titres avec le Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, complètement réinventé par Stan Lee. Mais en fait, depuis le début des années 70, depuis 72, Stan Lee n'écrit quasi plus, en fait. Il s'occupe effectivement de négociation de droits, et puis de vendre sa propre image. C'est un businessman. Exactement. Et il négocie sa propre image. Ses apparitions dans les films Marvel étaient rémunérées, par exemple. C'est son idée, ça, ces caméos, ou ça vient de Marvel, ça avait commencé avec Sam Raimi, et il apparaissait aussi dans les 4 Fantastiques. Ça avait commencé là. Et c'était apparemment un gag des auteurs. Enfin, Sam Raimi est un gros fan de comics lui aussi. Donc, il y avait sans doute cette proposition-là. Lors de l'achat des droits, il y avait peut-être eu une discussion en ce sens, sachant que c'était pas nouveau. Jack Kirby apparaît dans un épisode de Hulk. Enfin, il y avait ce genre de petits caméos. Ça fait plaisir aux fans. Voilà, et ça fait plaisir aussi aux auteurs. Là, dans le Suicide Squad à sortir, des médecins qui implantent des bombes à un des personnages, c'est John Ostrander qui a été celui qui a relancé le Suicide Squad entre 87 et 92, par exemple. Et il y avait
Dans le Robocop 2 écrit par Frank Miller, auteur de comics, Frank Miller fait une petite apparition en scientifique qui se fait d'ailleurs un peu malmener. Oui. Exact. De la même manière qu'il apparaît dans Sin City, où il est le prêtre qui se fait abattre dans son confessionnal. Ouais, donc c'est pas les films Marvel qu'on lançait évidemment les caméos. Ce genre de caméos, c'est vieux comme tout. Enfin, il y a eu des caméos de ce genre, il y en a eu, Hitchcock apparaissait dans chacun de ses films. Le plus connu, évidemment, c'est Hitchcock. Et il y a eu toutes sortes de choses du genre, enfin, Hitchcock, c'était plus subtil, quand même. C'était plus subtil, mais par exemple, Harrison Ford, qui dans Apocalypse Now, porte une chemise au nom de G. Lucas, alors que Star Wars n'est pas encore tourné, mais parce que Coppola et Lucas sont de très bons copains et que Lucas l'a soutenu sur un certain nombre de choses et qu'ils sont potes aussi avec Harrison Ford, là on est sur des petits clins d'œil du genre. Ça a toujours existé et c'est vrai que les comics ont systématisé ça. Alors on parlait de Stan Lee qui crée sa propre légende, mais sa société Stanley Media, elle a pas moins de 4 procédures qui sont intentées contre elle. Le FBI mène une enquête. Il y a des histoires de malversation. C'est quoi ces histoires ? Le truc, c'est que Stanley a été sur la fin. Il était quand même, il était pas tout jeune. Il était sur la fin, il était quand même un petit peu gâteux et des gens de son entourage en ont pas mal profité. Donc, vrai gâteux ou gâteux ? Sur certains trucs, oui, clairement. Il y avait des. Après, c'était pas d'hier. Il y a eu un documentaire il y a une douzaine d'années où il raconte la création de Thor et c'est lunaire. Quoi. C'est à l'entendre. Il a eu l'idée du marteau de Thor. Oui. Le marteau de Thor, c'est quand même un truc qui est connu depuis au moins 1200 ans. Si ce n'est plus, on a peut-être des amulettes encore plus anciennes que ça sur le marteau de Thor. Et c'est et à l'évidence, tout ce qu'on sait de la création de Thor montre que Kirby était vraiment à la manœuvre. Surtout que c'est même pas Stanley qui écrit les premiers épisodes. Donc il a une manière bien un côté Barnum. Chez Stanley P.T. Barnum, Phineas Barnum, le grand maître des cirques, du cirque et puis de l'étrange au tournant du siècle dernier. Et il y a ce côté, c'est Jean-Marc Lenné, je crois, qui employait le terme aboyeur de foire pour parler de Stanley, et c'est exactement ça. C'est le truc qui rameute des gens dans sa galerie de super-héros, en racontant monts et merveilles. Donc il y a forcément, sur un personnage pareil, il y a forcément une part de mythomanie. Oui. Quand il raconte la création de Spider-Man, quand il dit qu'il avait vu une mouche sur le plafond, on peut en douter. Sachant que Kirby avait amené un concept de Spider-Man 2 ou 3 ans auparavant. Spider-Man sans trait d'union. Voilà, qui était très différent, qui était très différent. Et sachant que de toute façon, Stanley a aussi, il y avait eu l'homme mouche The Human Fly quelques années après, basé sur des concepts du genre. Enfin, mais en partant d'un personnage de cascadeur réel, il y avait eu une espèce de contrat de licence à l'époque. Mais voilà, il a tendance, le problème de Stanley, c'est que c'est aussi quelqu'un qui a fini par croire à sa propre légende. Sachant que même s'ils ont été fâchés pendant des années avec Kirby, il y a eu des reprises de contact peu avant leur mort où c'était plutôt cordial, quoi. Enfin, Kirby Stanley a survécu de nombreuses années à Kirby est mort en 93 et donc Stanley est mort 25 ans plus tard. Mais le fait est que Kirby s'est tué à la tâche. Ça a changé beaucoup de choses, d'après vous, sur la forme qu'a pris Marvel, le fait que ce soit Stan Lee qui soit resté plutôt que Kirby? Non, parce qu'en fait, comme je disais, à partir du moment où Stan Lee laisse les clés de la rédaction en chef à Roy Thomas au début des années 70, Roy Thomas est quelqu'un de beaucoup plus discret, et surtout il a une âme d'archiviste, donc Roy Thomas va énormément travailler la cohérence de la continuité de Marvel, va rassembler des concepts, parfois disparates, justement parce que dû à des auteurs très différents, et puis lancer au petit bonheur la chance d'un mois sur l'autre. Roy Thomas a fait un énorme travail de compilation et de reconstruction de l'univers Marvel derrière. Et puis va négocier des contrats Star Wars ou des choses comme ça, enfin qui vont aussi beaucoup aider à pérenniser Marvel. Après, chez Marvel, la personnalité des rédacteurs, des éditeurs-in-chief, donc des rédacteurs en chef de la maison, influe beaucoup. Par exemple, au début des années 80, on a Jim Shooter qui encourage ses auteurs à lancer de nouveaux concepts,
quitte parfois à faire machine arrière quand ça va trop loin. Donc c'est l'histoire du Phénix Noir, par exemple, dans les X-Men, qui aurait dû se terminer différemment, et à un moment, Jim Shooter a dit non, c'est pas possible que ça se termine comme ça, et ça va générer des brouilles. Mais Shooter confie Daredevil à Frank Miller, Thor à Simonson, enfin, dans le but de secouer, de faire avancer les séries, de créer de la nouveauté, de faire évoluer les choses. Tom DeFalco, qui arrive à la fin des années 80, lui est pas du tout sur cette ligne-là. Il veut un retour aux sources, en pensant qu'on se disperse trop, veut revenir un peu au fonctionnement de base des héros. Donc Iron Man, qui n'était plus Tony Stark, redevient Tony Stark. Magneto, qui n'était plus un méchant, redevient un méchant. Enfin, il y a tout ce genre de choses. Aidé en cela aussi par des auteurs comme John Byrne, qui n'acceptaient les évolutions que quand elles étaient impulsées par lui. Mais ça joue énormément. Et Joe Quesada, par exemple, quand il donne une ligne directrice au début des années 2000, va vraiment relancer la maison. Avec le risque d'usure qu'il y a eu un peu d'usure par la suite. Et puis le rachat de Marvel par Disney a fini par compliquer les choses, quoi. Vous pensez que ça va empêcher qu'il y ait un nouveau Stan Lee parmi ces nouveaux rédacteurs en chiffre c'est un nouveau Stan Lee, ça veut dire quelqu'un qui a complètement les mains libres. Marvel, propriété de Disney. Maintenant c'est foutu. Ça me semble difficile. Une certaine latitude, oui, mais les mains libres, non. Même d'un point de vue littéraire, pas que cinématographique. Le Disney met pas trop le nez dans la gestion au jour le jour des titres Marvel. Donc même si effectivement pour des raisons évidentes, certains titres vont essayer de se rapprocher de ce qui ressemble à l'écran. Par exemple, Nebula dans les Gardiens de la Galaxie ressemblait pas exactement à ça dans les comics. Groot par exemple. Le Groot des films est tout à fait conforme à celui qui était dans les comics depuis le milieu des années 2000. Donc, mais il va y avoir il y a un jeu de balancier entre les comics et les films qui n'existait pas avant. Mais après, oui, si, à moins de gros scandales, Disney n'intervient pas dans la gestion des affaires courantes. Mais ça leur a apporté un nouveau lectorat, vu que les ventes étaient un petit peu en baisse. Les films Marvel, le rachat par Disney, ça a été une aubaine. Il y a une crise structurelle du marché des comics. Ça, depuis le milieu des années 90, les ventes baissent. Il y a une érosion constante qui est parfois, DC a fait un gros coup avec le reboot au début des années 2010 et avait relancé énormément les ventes. Mais il faut savoir que 80 000 exemplaires pour un magazine de super-héros, c'est actuellement un bon chiffre. 80 000 exemplaires en 90, c'était le seuil en dessous duquel Marvel arrêtait un titre pour cause de méventes. Donc le 300 000 ex maintenant, c'est un chiffre vraiment très bon, et on peut plus espérer sauf cas très exceptionnels. Qu'est-ce qui fait 300 000 ex aujourd'hui? Certains titres Batman peuvent arriver. Là, j'ai pas les derniers chiffres, mais certains titres Batman avec des bons auteurs peuvent arriver à ça. Certains relaunch. Tout dépend des auteurs, des titres, du contexte. Mais 300 ou 350 000 ex, ce sont des chiffres très 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 bons. Actuellement, quoi, et qui sont très rarement atteints par les titres. En tout cas, l'industrie Marvel Disney aujourd'hui va tout faire pour garder une bonne image de Stan Lee. Oui. Va un peu le mettre dans du formol, vous pensez? Un petit peu, mais comme Disney, comme Walt Disney lui-même est mis dans du formol malgré ses côtés obscurs. Donc oui, il y a des côtés obscurs à Stan Lee, qui étaient effectivement, qui avait aussi un côté margoulin. D'un autre côté, c'était son ordre de mission. Il était l'homme dans la rédaction de son oncle Martin Goodman, qui était extrêmement rapia. Donc oui, il y avait ça. Il était par moment la voix de son maître. Il a aussi su défendre ses auteurs par moment, mais forcément, oui, on a lissé. Tout cela a contribué à lisser son image, quoi. C'est clair. On a eu vous et moi des confrères qui ont travaillé avec lui, qui ont pu nous dire comment il était dans le milieu professionnel. Stan Lee, oui, c'est une pure success story à l'américaine. Le parti de pas grand chose, parce que
les petits éditeurs de pulps et de comics au tout début, c'était des entreprises très artisanales et très familiales. Hein. C'était c'est pour ça qu'ils recrutaient énormément dans les bas quartiers, enfin de façon familiale et par relation, des gens du quartier, enfin Kirby était de l'East End new-yorkais. Enfin, et beaucoup de gens ont été recrutés parce qu'ils se connaissaient. Ah bah toi tu sais tenir un crayon, ah bah oui t'étais à l'école avec mon môme, je te connais, tu sais tenir un crayon, bon bah tiens tu vas dessiner des comics avec moi. Ça se passait un peu comme ça. C'était des petites entreprises. Ça a changé, là on est dans une industrie mondiale, avec des groupes médias colossaux. Enfin ça brasse des milliards. Le rachat de Marvel, c'était quoi, 4 milliards, peut-être même plus. Je sais plus exactement, mais oui, monstrueux. 4 ou 7. Non, 7 c'était peut-être Lucasfilm, mais bon, on est les ordres de grandeur, c'est de toute façon des milliards. Oui, on est loin des comics qui valaient 20 cents au début des années 40. 10 cents au départ. 10 cents au départ, c'était le même prix que les pulps, et ça a perduré comme ça jusqu'aux accords de Bretton, les changements économiques des années 70 où là ça a vraiment bougé. Après le Marvel et Goodman, c'est le genre de gens qui ont annoncé tu passais le comics à 25 cents. DC s'aligne parce que en disant de toute façon c'est plus tenable, et puis DC a connu, dans le début des années 70, DC connaît une grosse crise. DC s'était fait escroquer, avait subi une escroquerie à la diffusion. Donc le DC passe à 25 cents, et en fait au dernier moment, les comics Marvel sont en fait juste à 20 cents, après avoir annoncé à 25. C'est un peu le genre d'entourloupe dont ils étaient capables, quoi. On est dans les côtés oncle Picsou de ce genre de personnage, quoi. Mais maintenant on spécule sur le comics. On vend des comics à Christie's, on en vend... les planches originales peuvent atteindre... Alors, des comics, le Action Comics numéro 1, le Detective Comics numéro 27, et les copies en parfait état se négocient à des centaines de milliers de dollars. Mais les planches originales de certains auteurs peuvent se vendre aussi extrêmement cher. Mais ça, c'est pas non plus nouveau. Ça, dans les années 70, il y a déjà un marché de la collection, avec les premiers fanzines, les premiers recueils de cotation, et ce genre de choses. Alors dans la version française de l'extrait de l'émission que j'ai passé au début, on entend la voix off dire « Je m'appelle Stan Lee, je suis à l'origine de l'univers des super-héros ». Alors dans un souci d'honnêteté, je vais dire que dans la version originale, Stan Lee dit « I am co-creator of an ever-expanding universe of super-héros », ce qu'on pourrait traduire par « Je suis le co-créateur d'un univers de super-héros en constante expansion ». Encore une fois, c'est une traduction française. Je sais qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout le même rapport avec l'image de Stan Lee. Aux USA, des artistes comme Steve Ditko, John Buscema, Jack Kirby, Romita sont des artistes dont la contribution à l'univers des super-héros est unanimement reconnue. Et en France ou en Europe, à part une fanbase très érudite, et pourtant on est un pays quand même ultra consommateur de culture américaine, comment ça se fait qu'on en est à créer cette phrase Stan Lee à l'origine de l'univers des super-héros? Quelque part, l'univers Marvel est une création telle qu'on le connaît, est une création de Stan Lee, parce que c'était des séries, dans Marvel Comics des années 40, La Torche et Namor font des aventures communes, mais et par la suite Captain America se lance avec, et il n'a créé ni les uns ni les autres. Mais dans les années 60, le modèle restait l'histoire autocontenue. C'est-à-dire qu'un épisode de Superman, à moins qu'il y ait un épisode à suivre où on a la conclusion le mois suivant, en fait, on avait une histoire complète dans l'épisode du mois, avec une continuité peu resserrée qui faisait que, et Stan Lee le disait lui-même dans les années 60, tout épisode est le premier épisode de quelqu'un. Donc il faut que l'épisode soit suffisamment complet pour que le lecteur ne se sente pas floué. Donc effectivement, on prenait si à l'épicerie je prenais au hasard un épisode de Batman ou de Green Lantern, j'avais quelque chose d'à peu près complet et l'épisode me donnait tout ce que j'avais besoin de savoir. À partir des années 60 et au départ chez Marvel, il va y avoir de plus en plus de passerelles jetées entre les séries,
Et puis, notamment dans les 4 Fantastiques, Stan Lee va systématiser des sagas en 3 épisodes, donc notamment celle qui voit apparaître Galactus. Alors, il le fait pas tout de suite. Au départ, on est pendant les 2-3 premières années, enfin pendant les 3-4 premières années des 4 Fantastiques, on est sur l'épisode de contenu. Donc, il va lancer des sagas en 3 épisodes dans les 4 Fantastiques, et puis surtout dans d'autres séries comme Daredevil ou Spider-Man, même si la problématique de l'épisode est réglée dans l'épisode, un épisode contre le vautour, ou un épisode contre Kraven le chasseur, etc., il va y avoir une logique de soap opéra, donc de feuilleton, avec les amours contrariés de Matt Murdock et Karen Page, ou ce genre de choses. Le mariage de Parker et... le mariage de Parker et Mary Jane arrive beaucoup plus tard. Mais bon, les amours compliqués avec Gwen Stacy et puis l'arrivée de Mary Jane, ce genre de choses, il va y avoir des événements forts qui ont un impact non seulement sur la série en cours, mais éventuellement sur la série alentour. Et donc ce dialogue entre les séries, c'est quelque chose que DC ne pratique pas à l'époque. Ça va apparaître beaucoup plus tard, dans les années 80, ou à la fin des années 70. Mais du coup, c'est l'univers d'ici, par exemple, enfin, même si il peut y avoir un titre commun Superman-Batman, ça n'a pas d'influence sur le titre Superman tout seul ou le titre Batman tout seul. Ce qui peut arriver dans Avengers a un impact sur les 4 Fantastiques et inversement. Et donc, à force, ça fait univers. Et ce qui était une méthode de travail chez Stan Lee devient une règle à partir de Roy Thomas dans les années 70. Donc de ce point de vue-là, clairement, Stan Lee crée la dynamique qui fait l'univers Marvel. Et il le fait délibérément pour justement attirer l'attention des lecteurs d'une série sur l'autre. Parfois, l'apparition de Hulk dans les 4 Fantastiques est là aussi pour relancer les ventes de Hulk ou ce genre de choses. Ça, il est assez coutumier de ce genre de choses. Et il y a pas ça chez DC. C'est qui le Stan Lee de DC? Le truc, c'est qu'il y en a pas. C'est-à-dire que DC, en fait, c'est ça qui pêche un peu pour DC. Fait qu'ils ont pas de leader autoproclamé. DC au départ publie un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le Superman arrive par accident. Sinon, il y avait des histoires de détectives, de magiciens, de plongeurs, d'explorateurs, etc. Petit à petit, ça va se spécialiser, et encore toute proportion gardée, vers le super-héros. Mais dans les années 50, par exemple, chez DC, il y a des auteurs comme Gardner Fox qui vont beaucoup impulser un ton. Parce que c'est un auteur qui vient de la SF, qui va du coup mettre dans Green Lantern et dans Flash énormément de concepts de science-fiction, en repiquant d'ailleurs dans des romans de science-fiction qu'il avait appréciés. Edmond Hamilton et les éditeurs comme Julius Schwartz et Mort Weisinger n'écrivent pas vraiment. Ils donnent des règles de fonctionnement, ils font le travail éditorial, ils peuvent intervenir sur le travail des auteurs, mais il va pas y avoir cette double casquette. Julius Schwartz, ça va être celui pour Batman qui va faire le logo dans le cercle jaune. Il va vouloir dépoussiérer Batman, mais c'est aussi Carmine Infantino qui va faire le travail, qui est un dessinateur, et le Carmine Infantino qui sera d'ailleurs brièvement le rédacteur en chef de chez DC. Mais c'est un poste qui a jamais eu autant de pouvoir chez DC que chez Marvel. En fait, il n'a pas eu la même importance chez DC que chez Marvel. Roy Thomas écrit avant de prendre le poste. Dans les années qui suivent, Jerry Conway et les autres sont des auteurs avant tout. Jim Shooter, Tom DeFalco sont des auteurs. Bob Arras aussi, Joe Quesada, enfin c'est tous sont des auteurs. Denis O'Neill chez DC. Mais Denis O'Neill n'est jamais rédacteur en chef. Il se retrouve éditeur de groupe des titres Batman, ce qui est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va avoir une importance, un poids considérable sur un titre Batman entre les années 80 et le début des années 2000. Donc il va vraiment laisser sa marque sur le personnage, mais pas sur l'univers d'ici tout entier. Oui. Notamment, contrairement à des rédacteurs en chef de Marvel,
qui vont laisser, Jim Shooter laisse une marque durable sur l'univers Marvel, et ainsi de suite. Le titre de cet épisode était Stan Lee et l'homme créa les super-héros. Mais après avoir passé près d'une heure et demie à parler de Stan Lee et de sa carrière, est-ce qu'on pourrait pas contredire ce titre et se demander si ce ne sont pas plutôt les super-héros qui ont créé Stan Lee? Stan Lee a utilisé aussi les marchepieds pour les super-héros comme marchepieds pour créer sa propre légende. Donc les super-héros créent Stan Lee, parce que sinon il serait resté Stanley Lieber, et peut-être serait-il devenu écrivain, mais il n'en a en fait jamais eu le temps, puisque ça l'a accaparé, et arrivé dans les années 70 où il aurait pu avoir le temps d'écrire son grand roman, visiblement cette pulsion-là l'avait quitté. Quand il était sur autre chose, il était pleinement devenu Stan Lee, clairement. Quel est l'héritage maintenant? L'héritage, c'est on le voit tous les jours, puisque les films Marvel actuels fonctionnent selon des règles de récit qui ont été posées par Stan Lee à l'époque, avec le dialogue entre les films, avec le fait que chacun raconte une histoire autocontenue, mais avec des passerelles, et que l'ensemble forme une immense saga. Ça, c'est effectivement l'héritage, d'une certaine façon, l'héritage de Stan Lee et des méthodes de travail qu'il a impulsées à l'époque. Ça risque pas de créer une uniformité dans le milieu du comics, in fine? Dans le milieu, alors ça crée une uniformité peut-être au niveau de la façon de faire des blockbusters aux États-Unis, quoique beaucoup, Warner a essayé de recopier la méthode et a échoué. Le Monsterverse, celui qui devait être lancé par la momie avec Tom Cruise est un échec, et celui autour de Godzilla et King Kong n'a pas encore cette solidité-là. C'est visuellement cool, mais ça manque un peu de biscuit. Un univers se construit, il faut pour ça des auteurs. Même la reprise de Star Wars pêche à ce niveau-là, par manque de direction. Les auteurs de comics qui sont consultants sur les films tirés des comics, amènent aussi leur méthode de travail et leur manière de placer de mettre en place des pièces pour jouer des coups à long terme. Donc la saga autour de Thanos, par exemple, se met en place assez rapidement dans les films Marvel, et après est construite par petites touches, pas toujours de façon très adroite, mais de façon quand même très solide. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif. Il s'envole sur un fil, il préfie du péril. Attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite que l'éclair. Bon, c'était Stan Lee et l'homme créa le super-héros avec Alexis Nikolavitch. On se retrouvera sûrement pour Jack Kirby. Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Ah ce serait super, parce qu'on n'a pas tout dit. Merci Alexis. Ciao, à bientôt. Merci. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? Tout ça est une aventure. What we've got here is Vivre, c'est formidable, mais ça n'est pas